Bien, quel est l'intérêt de l'examen de la bouche, de la cavité buccale et la gorge en général en matière de gastroentérologie? L'apport de l'examen physique concernant la bouche, tout ce qui concerne la bouche n'est pas spécialement pour la gastro, parce qu'on ne peut pas trouver une pathologie, par exemple, ulcère gastrique seulement. On peut trouver des pathologies associées ou bien parfois des complications. Donc, l'examinateur de la bouche d'un patient doit faire attention à tous les changements de couleur, l'apparition de lésions, le volume de la langue, les amygdales, etc. Sachez que la bouche représente le miroir de ce qui se passe à l'intérieur. Commençons par l'haleine, l'odeur dégagée par la bouche. Ce qui est dégagé par la bouche n'est pas forcément d'origine gastrique. On peut avoir une haleine d'origine pulmonaire, une haleine d'origine nasale, d'origine sinusienne, d'origine amygdalienne, d'origine autre que l'estomac. C'est-à-dire, c'est un carrefour où vous avez la sortie et le passage. Donc attention, on doit se méfier. Bien. L'aspect de la muqueuse buccale et de la langue. Donc on est intéressé par tout ce qui est bouche et langue. On va vérifier les couleurs. Par exemple, ici, en gastroentérologie, on est intéressé par la consommation éthylique, l'alcool ou l'éthylisme. L'éthylisme chronique, consommer de l'alcool 80 grammes par jour pendant 2 ans, va se compliquer d'une cirrhose au niveau du foie, cirrhose éthylique. Et l'indice de la cirrhose éthylique, c'est de voir dans la bouche. C'est une petite langue rouge. C'est un érythème palmaire et un érythème plantaire, un angiome stellaire et des xanthomes au niveau des yeux. C'est-à-dire on voit et des hypertrophies, des parotides. Bon, ça c'est ce qu'on appelle la complication chronique de l'éthylisme, c'est-à-dire l'alcoolisme à la langue. On peut trouver au niveau de la langue aussi, lorsque la langue est dépapillée. La langue normale, vous avez des papilles. Les papilles des élévations, etc., c'est pour capter le goût et donner la capacité de distinguer les goûts. Ce qu'on appelle les dysgueusies. Ne pas distinguer entre les goûts, ou bien la gueusie, carrément, pas de goût, c'est la complication ou la manifestation de la maladie Covid actuellement. L'un des signes qui attire l'attention, sinon le web, c'est en stomatologie, c'est la langue. Bon, si la langue va perdre ce qu'on appelle les plis, c'est-à-dire les papilles, elle est dépapillée, ça c'est un signe très intéressant d'une carence en vitamine B9 et surtout B12. Et vous allez voir, je vais faire le lien, on va faire le lien entre l'hématologie, la neurologie et la gastroentérologie sur la simple inspection de la langue et écouter le patient et regarder l'hémogramme. Ce qu'on appelle l'anémie de Biermer. Je vais vous montrer l'image, vous n'oubliez pas, c'est une belle image de la langue, une langue qui est dépapillée. Vous avez une langue chargée, ou bien une grosse langue, une macroglossie. La première était la petite langue, l'hypoglossie, on peut dire, et la macroglossie, la grosse langue, la chargée, infiltrée, c'est la langue de qui? Du mongolien, ou bien la langue d'un hypothyroïdien. La langue d'un hypothyroïdien, elle est chargée, grosse, on appelle ça macroglossie. Elle bouge difficilement dans la bouche, elle fait difficilement le brassage et la mastication, elle aide pour la mastication, ça attire l'attention. Donc les 3 langues attirent l'attention en gastroentérologie, endocrinologie et neuro-endocrinologie. Il faut toujours examiner la gorge et le fond de la gorge pour regarder le type de lésion. Oui, c'est pour ça, oui, vous connaissez les éléments déjà, ce qu'on appelle les éléments de base ou la sémiologie de base en dermatologie. Les lésions élémentaires, vous connaissez? Macule, papule, vésicule, non? Ulcère,
ulcération, nodule, vésicule, croûte, non? La sémiologie, ce qu'on appelle les éléments, les lésions élémentaires de dermatologie. Érythème, macule, sur la peau. Érythème, papule, je palpe, surélevé. Érythème, vésicule, une vésicule. Érythème, nodulaire, c'est plein. Une croûte, donc c'est des squamations. Alors ici, vous allez décrire ce que vous trouvez dans la bouche. Je vais vous montrer des images. Quelqu'un qui ne mange pas bien, il a des carences en vitamines, en oligo-éléments, en protéines, en matière grasse, il va faire une anémie. Et l'anémie, parmi les signes, vous avez fait l'anémie, non? Pas encore? Bien. L'anémie est un problème de médecine générale. On voit les signes de l'anémie sur le physique. C'est quoi? Lorsqu'on ne mange pas bien, on est dénutri, ou bien nous avons un problème d'équilibre alimentaire. On va faire, entre autres, une anémie. Et l'anémie, c'est les signes physiques. C'est les cheveux qui se cassent. C'est les ulcérations au niveau des yeux. C'est la commissure labiale qui s'infecte. C'est la fragilité dentaire. C'est la langue qui s'ulcère. C'est les ongles qui se cassent. C'est la peau qui est écailleuse. C'est les douleurs musculaires. C'est la pâleur. C'est l'asthénie. C'est la fragilité de l'os, etc. Donc nous avons trouvé tout ça sur le physique. Mais le diagnostic est très simple. Je vais prendre du sang, je vais doser l'hémoglobine, moins de la normale, c'est une anémie. C'est un malade qui est dyspnéique, qui a de la palpitation, qui est tachycarde, parfois tachycardie. C'est ça l'anémie. Et qui fait parfois des lipotymies. Il fait des sueurs à l'effort, etc. Donc tout ce qui survient à l'effort, causé parfois par l'anémie. Et on voit l'anémie dans la bouche. On la voit au niveau des yeux. Dans les ulcérations nasales, buccales, sur la peau. Donc la fragilité, ce qu'on appelle des fanères. Bien, même la bouche va faire partie de ce qu'on appelle l'examen de la peau et des muqueuses. Nous n'avons pas beaucoup de muqueuses à voir physiquement. On va ouvrir les yeux, je vois la conjonctive. Bon, l'accès au niveau des yeux est facile pour tout le monde. Mais il faut voir, l'ophtalmologue va voir mieux qu'un non-ophtalmologue. Mais nous, on voit la couleur, rouge, jaune, etc. Mais un examen plus approfondi chez l'ophtalmologue. La bouche, par exemple, tout le monde regarde la bouche. Mais on va regarder l'aspect de la bouche. L'aspect de la bouche, c'est des ulcérations, perte de substance, nodules, masses, etc. Mais c'est un accès à l'inspection. C'est l'examen physique. Mais je peux regarder la muqueuse de l'œsophage et de l'estomac à travers un fibroscope. C'est-à-dire, c'est la continuité de l'inspection donnée par les yeux, c'est-à-dire la simple inspection, regard physique. Donc, je suis aidé par l'endoscopie. L'endoscopie, c'est la suite de ce qu'on regarde à l'état physique. Bien. Par exemple, mycose ou candida ou champignon, au niveau du milieu buccal, dans la langue et parfois dans l'œsophage. Aller dans l'estomac parfois, et parfois après l'estomac. Donc, c'est la continuité. Donc, on s'arrête pas ici, on va faire autre chose. Alors, restez dans la bouche. Pour examiner la bouche, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut avoir un abaisse-langue. Abaisse-langue, regardez, en bois, parfois c'est métallique. Il faut examiner, avant d'examiner la bouche, l'anamnèse. Ah, on peut lui dire, avez-vous mal à la bouche, etc. Vous avez l'odeur, vous avez la douleur, vous avez la langue, etc. Il y a une plainte quelque part dans la bouche. Regardez la bouche. Ramenez la baisse-langue. Il faut nettoyer les mains, attention, les gants, etc. Oui. Stérile de préférence. Cacher avec un masque, parce qu'on est obligé depuis le temps, c'est pas à cause de Covid, il faut cacher. Parfois, on a un miroir avec lequel on voit, mais l'idée, parfois, on voit à la lumière du jour. Mais utiliser la baisse-langue, attention. Il faut l'utiliser, il faut pas rester face à face au malade, parce qu'il va vous vomir sur la face. Mettre la baisse-langue au fond de la gorge, c'est ce qu'on appelle la stimulation vagale, il va vomir. Donc je la mets comme ça et je suis latéralement. Sinon, il va vomir sur la face. Autre chose, il est très intéressant, vous devez savoir que la baisse-langue placée au niveau de la base de la langue risque de provoquer un arrêt cardiaque. C'est le choc vagal. C'est le choc vagal avec un examen physique
aussi simple que mettre la baisse-langue. Donc la baisse-langue, comme le toucher rectal, peuvent provoquer des arrêts cardiaques. Vous allez dire, donc je ne fais pas d'examen clinique. Il faut le faire. Mais il faut le faire soigneusement. Il ne faut pas trop insister. Vous mettez la baisse-langue, le malade va vomir, il s'agite. N'insistez pas. Il ne faut pas insister pour un examen physique et surtout pour les enfants. Attention. Bien. Cet examen, regardez, on va regarder tout ce qui est dans la bouche, on va le décrire en demandant au malade d'expirer, de dire ah, c'est ouvrir, donc ça vient de la base. On peut lui dire goul i, ah, voilà, il faut utiliser le terme qui va chercher le fond de la gorge. La région examinée sont successivement les lèvres, la face, la muqueuse. Donc les lèvres, il faut les examiner. La cyanose des lèvres, la fragilité des lèvres, la cyanose, l'hypoxie, hypercapnie, l'acidose métabolique, tout ça en physiopathe, c'est les langues, c'est les lèvres, c'est l'obus des oreilles, c'est les extrémités digitales et les extrémités au niveau des orteils. Et parfois, vous avez les extrémités au niveau des membres inférieurs. La face endobuccale des joues, la face endobuccale, il faut la regarder. Vous avez parfois les empreintes des dents sur la face interne. Le plancher buccal et la langue, le plancher buccal, regardez au-dessous de la langue. C'est intéressant au-dessous de la langue. Vous trouvez parfois l'ictère qui n'est pas visible sur les yeux peut-être. Il est là. Au-dessous de la langue, vous avez une vingtaine de veines, les veines aranines. On met un médicament ici, il absorbe rapidement, c'est comme l'injection intraveineuse. Donc, au-dessous de la langue, il faut regarder bien. C'est important. Une fois, nous avons eu un malade, ça fait plus de 15 ans, une malade admise à l'hôpital parce qu'elle fait une anémie. Elle fait une anémie fériprive, le fer qui manque, l'hémoglobine basse, etc. On fait toute une enquête. Et elle crachait du sang. C'est pas une hémoptysie, c'est du sang dans la bouche. Ce qu'on appelle la sialorée. Sialorée, c'est-à-dire du sang de la salive. L'hémoglobine, moins de 10. On a fait toute une enquête à droite et à gauche, fibroscopique. Et c'est un interne qui a trouvé sur la table de nuit, comme on l'appelle, à côté de la patiente, il a trouvé des lames rasoirs coupées en petits morceaux qu'elle utilise sous la langue. Elle se pique les veines, elle se fait saigner et elle crache du sang devant nous. Et ça fait l'enquête de 3 mois. Ce qu'on appelle la pathomémie ou les hystériques. Donc c'était un piège pour nous les médecins et c'est un interne qui a trouvé cette enquête. Elle a trouvé, pourquoi les lames? Madame la peur, elle a dit, oui, c'est vrai, je mets ici, sur la langue, les lames, pour faire saigner, pour faire un hémoglobine bas, pour être hospitalisé. C'est la pathomémie, c'est des malades comme ça. Ce qu'on appelle les pathomémiques ou bien les hystériques. Les malades qui se prennent pour des malades, et parfois c'est organique. Et c'était une enquête très difficile pour nous. Au bout de 3 mois ou plus, on a trouvé l'étiologie. Anémie, fériprive. Le fer qui est perdu parce qu'elle saigne. Ok. Une fois, nous avons trouvé une patiente qui fait dans la bandette urinaire toutes ces pathologies dans la bandette urinaire. Hospitalisée pendant 15 jours. Répétez les bilans à droite et à gauche. Tout est perturbé. On a demandé une fois d'accompagner la patiente pour unir dans un coin qui n'est pas le coin habituel. C'était quoi? Une bandette normale. Et pourquoi on avait une bandette perturbée? Parce qu'elle a pris la bandette, elle la rince dans le pot collectif. Elle nous ramène, voilà, tout est en rouge. Tout est perturbé. Et c'était la pathomémie. Donc le médecin, parfois, il doit faire une enquête policière. Il doit être un policeman. Il doit bien regarder. Cette jeune femme, elle reste à l'hôpital pendant 15 jours. Parce que tout est perturbé. À chaque fois qu'on lui demande de chimie des urines, elle va aux toilettes, elle la met dans le pot collectif d'un NASCAM, tout le service. Il y a du sang, le leucocyte, tout ce que vous voulez, tout est pathologique. Et lorsqu'on a exigé de faire pipi quelque part dans la salle, les vraies urines de la patiente, tout est normal. Donc c'est une pathomémie. Pathomémique, c'est-à-dire les hystériques, oui, il y a des maladies psychologiques qui se font malades, ils somatisent, ce qu'on appelle somatiser, pour attirer l'attention, on est malade, etc. On se fait malade. On joue au malade. On fait du théâtre. Et le médecin doit être
vigilant, doit être conscient, mais couche ni bzaf. Ok? La confiance plutôt, n'exclut pas le contrôle. La confiance n'exclut pas le contrôle. Donc c'est pour ça, dans la bouche, il faut vraiment faire attention. La denture, la dentition, le vol du palais, parodonte, c'est la gencive. Alors, examinez les lèvres, les muqueuses. Donc la lèvre, je vais vous montrer quelques images, bon, c'est un texte, comment examiner les lèvres. C'est-à-dire, c'est important parce que la couleur des lèvres, les lésions au niveau des lèvres peuvent évoquer des carences vitaminiques, des carences protéiques et la malnutrition. Et surtout, la cyanose, l'hypoxie hypercaprie, des cardiopathes, des pneumopathes, des anciens cardiaques, etc. Voilà, au niveau de la langue, donc il y a des sites, il y a des récepteurs, des capteurs, etc. Et les gens qui ont utilisé la langue beaucoup plus, vous savez que les Chinois, la médecine chinoise est la médecine de précision. Ils ont utilisé la face pour des points, la systématisation. Ils ont utilisé le pavillon de l'oreille. Ils ont utilisé la langue. Ils ont utilisé la main. Ils ont utilisé le pied pour systématiser les organes. Et avec l'aiguille, ils peuvent provoquer, par exemple, une douleur, ils peuvent provoquer la miction, la rétention, tout ce qu'ils veulent grâce à cette systématisation au niveau des organes, y compris au niveau de la langue. Bon. La face interne de la muqueuse, donc miroir de la baisse-langue, l'état de la muqueuse et le conduit plutôt au niveau du parotidien, ce qu'on appelle, on regarde des molaires maxillaires, vous avez ce qu'on appelle l'orifice du canal de Sténon, donc la voie lacrymale du parotide. Ici là où commence la rougeole chez les enfants. La pression simultanée, on peut examiner les parotides. Pourquoi les parotides? Parce que dans le tube digestif, vous avez les annexes qui sont par exemple le pancréas. Les pancréatites chroniques, comme les cirrhoses, ce sont des complications de l'éthylisme chronique, ou bien des hépatites parfois pour le foie. Les complications vont donner des hypertrophies des parotides, en même titre que le pancréas, côté exocrine, l'hypertrophie des amygdales, l'hypertrophie des parotides font partie du système lymphoganglionnaire. Donc, hypertrophie des parotides font partie des maladies des glandes exocrines, y compris la pancréatite chronique. Vous allez voir ça. On examine, on regarde les parotides. Il y a des lithiases dans les parotides. Quand vous avez des calculs dans les voies urinaires, des calculs dans la vésicule biliaire, nous avons des calculs dans les voies lacrymales et surtout dans la parotide. Lithiase parotidienne, on les opère et vous avez des calculs. Parce que la parotide est une glande à caractère exocrine, il y a une conduite qui s'ouvre dans la bouche et des lithiases qui se forment. Lithiase parotidienne qui complique l'éthylisme chez les consommateurs chroniques d'alcool. La muqueuse des joues, voilà, c'est ça. La voûte du palais, donc en cas de paralysie, oropharyngée, etc. Vous avez la langue, elle est bien examinée, le vol du palais, le dynamisme et la phonation, donc l'utilisation de la langue. On va voir les anomalies de la langue et la pathologie digestive. Les dents, la dentition, il faut l'examiner. À l'interrogatoire, si vous avez déjà d'emblée en gastro un patient qui est porteur d'une prothèse dentaire, sachez bien qu'il ne fait pas bien la mastication, qu'il sélectionne l'alimentation, il va être exposé à la dénutrition. Il va être exposé au problème de goût, il ne va pas goûter bien, donc il perd le goût, il a de l'anorexie à cause de ce produit-là. Il faut toujours l'examiner, l'enlever. Si vous avez un malade inconscient, la première des choses, il faut retirer tout ce qui est corps étranger dans la bouche, sinon il va l'avaler. Bien, l'inspection peut être les formules dentaires, donc toute la dentition, il faut la voir. Donc vous connaissez les incisives, les molaires, prémolaires, etc. La dent de sagesse, il faut la sagesse. La jeunesse travaille pour la sagesse et la vieillesse consomme la sagesse. C'est tout. La jeunesse travaille pour la sagesse et la vieillesse utilise la sagesse, profite de la sagesse. Agda.
Donc ça n'a rien à voir avec la sagesse, je crois, là dans la dernière relique, je ne sais pas ce que disent les dentistes pour la dent de sagesse. On est sage lorsqu'on a mal ici, parce que c'est la douleur la plus insupportable. Hein? L'une des douleurs insupportables d'après les patients, c'est la douleur dentaire. Hein? Elle est insupportable. Donc, bien, voici donc la formule dentaire. Bon, c'est pas notre affaire, peut-être nous les médecins, mais on doit connaître au moins l'altération, la déformation, la carie dentaire, qui se creuse à l'intérieur, une dent qui bouge, elle bouge, est-ce qu'on l'enlève ou non, etc. Essentiel, pour nous, on doit assurer l'hygiène. L'hygiène, c'est important. Alors, la langue, que peut révéler la langue, l'examen de la langue devant une couleur anormale, une douleur? La douleur s'appelle la glossodynie. La glossodynie, c'est la douleur au niveau de la langue. Voilà. Les Chinois, comment ils ont systématisé, juste pour vous montrer que les Chinois, ils inventent beaucoup de choses, donc ils ont systématisé apparemment les organes, la projection durant la vie, c'est les intestins, la base, poumon, cœur, au bout de la langue, c'est le cœur apparemment, d'après les Chinois, le foie à droite, à gauche, l'estomac au milieu, la rate, la vésicule biliaire à droite. Systématisation qui est purement chinoise. Alors pour nous, regardez une langue des papiers. Regardez, ça c'est important pour vous. Ne sortez pas avant d'écouter ce que je vais dire. C'est important. Bien. Regardez bien l'anémie de Biermer. Biermer, c'est un grand monsieur, c'est un médecin qui a décrit cette pathologie. Il a décrit ce qu'on appelle l'anémie pernicieuse. Pernicieux, c'est-à-dire protecteur. Pernicieux, protecteur. Il a décrit le syndrome neuroanémique. Neuroanémique. Ce syndrome neuroanémique, c'est quoi? C'est un syndrome qui va toucher la personne âgée de 60 ans et plus. C'est une personne qui va faire un syndrome anémique par carence en vitamine B12 et B9. Essentiellement B12. La carence en B12 qui va provoquer un syndrome neuroanémique ou bien gastro-neuroanémique. Comment? Vous savez que la vitamine B12, le facteur pernicieux protecteur comme B9, quel est son rôle, la B12? Elle a 3 rôles, vitamine B12. 1, elle va favoriser les multiplications des cellules souches rouges, ce qu'on appelle l'érythropoïèse. Donc les mitoses des globules rouges de la moelle osseuse. Deuxièmement, elle va favoriser, entretenir la gaine de Schwann, ou Schwann, pour les nerfs. Parfois. Troisièmement, la vitamine B12, elle favorise la multiplication et la régénération rapide des muqueuses. Les muqueuses rapides, comme la langue, et l'œsophage, et l'estomac et les intestins. Donc, 3 rôles indispensables. L'érythropoïèse, la gaine de Schwann, son entretien, et la multiplication des cellules, des muqueuses, régénération des muqueuses à utilisation rapide. Donc, si un patient fait une carence en B12, vous savez que vitamine B12, nous avons besoin de 15 microgrammes à 30 microgrammes par jour. Hein. Le stock hépatique va servir pour 5 ans. La vitamine B12, d'origine alimentaire, elle est absorbée au niveau de l'ilion terminal. Alimentation, poisson, etc., viande, vous avez B12 au niveau de l'ilion terminal. Absorbée, stockée au niveau du foie. Elle va être utilisée dans la moelle osseuse pour l'érythropoïèse, donc les globules rouges, elle va engainer la gaine de Schwann, son entretien, et elle va favoriser la régénération de la muqueuse buccale, œsophagienne, gastrique, intestinale. Bien. Si un patient est gastrectomisé, n'oubliez pas que la vitamine B12, vous l'absorbez, vous avez le facteur intrinsèque dans le foie, pas plutôt dans l'estomac. Le facteur intrinsèque au niveau de l'estomac, c'est pariétal, qui va dans l'ilion terminal pour favoriser l'absorption.
Donc un gastrectomisé, ou bien un malade qui a fait une résection intestinale dans l'iléon terminal, au bout de 5 ans, il va tomber dans le déficit en B12. Donc il va faire quoi? Régime végétarien, au bout de 5 ans, il va faire quoi? Il va faire une anémie. Anémie, ça se voit biologiquement. Il va faire un syndrome neurologique. Vous avez fait un peu de neuro, hein? Est-ce que vous connaissez le syndrome extrapyramidal? Le syndrome extrapyramidal, c'est quoi? C'est des paresthésies. Des paresthésies, par exemple, fourmillement, picotement. Alors, ce patient, qu'est-ce qu'il fait au bout de 5 ans? Il va faire un syndrome pyramidal très bien décrit. Il vous dit, voilà, lorsque je marche, il fait une marche de canard, la marche dandinante. Comme ça, il vous dit, sur la plante du pied, je sens que je marche sur du coton, sur un matelas. يقول لك نمشي فوق القطن فوق المطرح اسمه مليح. Vous regardez sa bouche, يقول لك j'ai une dysphagie, difficulté d'avaler. Vous regardez la bouche, vous avez cet aspect, une langue qui est dépapillée. Dépapillée, elle est ulcérée sur les bords. Sur les bords, il y a perte de substance. On appelle ça la glossite de Hunter, un autre médecin qui a décrit cet aspect de la langue. Alors, qu'est-ce que je fais comme médecin malade qui est apparemment anémique? L'anémie est donnée sur quoi? Elle est donnée sur la formule. Vous n'avez pas fait les maths, hein? Malheureusement. Parce que ça, c'est du cours de synthèse. Dans les maths, c'est quoi? C'est très simple. Je vous donne la définition. L'anémie, c'est quoi? C'est un taux d'hémoglobine moins de la normale. Taux de l'hémoglobine moins de la normale. Ça dépend de l'âge, nourrisson, enfant, adulte, etc. Ça dépend du sexe, femme enceinte, etc. L'essentiel d'un taux moins de la normale. Deuxième des choses, vous avez deux possibilités dans l'anémie. Soit les globules rouges sont de taille énorme, ce qu'on appelle macrocytose, mais peu d'hémoglobine à l'intérieur. Et ça, c'est le cas de la B12, carence en B12. Soit vous avez des petites cellules avec hémoglobine normale, même augmentée de concentration. Vous avez la carence en fer, ou bien B9. Donc, carentiel B9, B12, et le fer, ou bien le contraire, B9, fer, B9 et B12, parce que B12 c'est la dernière. Le stock tient beaucoup. Le fer, stocké pendant 3 mois, ça suffit, et la B12, c'est 5 ans de stock. Alors, ce patient, carentiel en B12, je synthétise, il va faire une anémie. Elle s'appelle macrocytose mégaloblastose, c'est-à-dire des globules rouges géants, un globule rouge géant, mais avec hémoglobine صغير, parce qu'il n'y a pas de mitose, B12 est absente. Il va faire des paresthésies, هذا التخربيش هذا ماس du coton, والقطن تحت رجليه تضحك عليه. C'est des paresthésies, c'est de vraies paresthésies. C'est, شوفوا, un patient anémique, يقول لك نمشي فوق القطن ولا فوق مطرح B12 اللي خاصته. فيتامين B12 qui manque. Vous n'avez qu'à dire حل فمك نشوف. La langue qui m'a haka, dépapillée lisse, parce que qui fait régénérer la muqueuse buccale, l'œsophagienne? C'est la B12, elle est absente. Donc la langue, elle est dépapillée, elle est lisse. Elle ne régénère pas, plus. Et c'est le cachet de la carence B12. On appelle ça le syndrome gastro-neuro-anémique. Vous devez le noter. J'insiste beaucoup sur cette question. Syndrome gastro-neuro-anémique. Ou la hématologique. Je dis anémique pour préciser bien les choses. Vous pouvez sortir. Oui. C'est clair? Syndrome gastro-neuro-anémique. Vous n'avez pas le droit de faire l'erreur. Vous dites aux absents, hein. Dites aux absents. Les gens qui ne sont pas là aujourd'hui,
le syndrome gastro-neuro-anémique. Un sujet de la soixantaine, anémique clinique et biologique, parce que l'anémie est une définition purement biologique. Ce qui marche sur du coton, sur un matelas, sur du sable, مدبزين رجليها بالعربية مدبزين يعني. Hémogramme anémie macrocytaire mégaloblastique, bon, je rajoute les termes nécessaires pour ça. Ça y est, c'est B12 qui manque et ou B9. Mais surtout B12. Il suffit de donner la vitamine B12. Pendant quelques semaines, le patient reprend la sensibilité habituelle, la langue va pousser comme un petit jardin, elle pousse. Les fleurs qui vont pousser, donc les papilles qui vont pousser, et l'hémoglobine qui remonte, il n'est plus asthénique, il n'est plus dyspnéique. Ce n'est pas la peine de transfuser ce patient. Ce sont des patients qui traînent avec les médecins. Le diagnostic est posé tardivement. Mais surtout si vous avez quelqu'un qui est végétarien, il a exclu toutes les viandes pendant une longue durée pour des raisons culturelles, religieuses, tout ce qu'il a, ou bien qui a été opéré sur l'estomac parce qu'on a enlevé le facteur intrinsèque, ou bien qui a subi une résection intestinale iliale terminale parce que le stock s'épuise après 5 ans. Après 5 ans, commence. C'est pour ça, les gastrectomisés, les iléons, les malades opérés sur les iléons, résection totale, on les met à vie sur vitamine B12 après 5 ans pour leur éviter les dégâts de cette anémie qui est handicapante. Si on le laisse comme ça, il va garder la chaise roulante. Donc regardez, sur la langue des papillers, marcher sur du coton, hémogramme anémie, B12 qui manque, le diagnostic qui est posé. Vous êtes à cheval sur 3 spécialités. Gastroentérologie, neurologie, hématologie. Est-ce que c'est clair? Il suffit de revoir la physiologie. Que fait la vitamine B12? C'est les mitoses érythrocytaires, c'est la gaine de cheval et la multiplication des muqueuses, entre autres la langue, l'œsophage, l'estomac, les intestins. C'est clair? Syndrome gastro-neuro-anémique. On peut donner des exercices comme ça pour les gens qui peuvent faire. Anémie chronique. À la langue, je vois l'anémie sur la langue. Vous n'avez pas fait le cours de l'anémie, mais je vais vous aider. L'anémie est un taux d'hémoglobine au moins normal. L'anémie peut être congénitale, peut être acquise. Et dans les anémies carentielles, ce sont les muqueuses qui vont subir les conséquences, qui vont souffrir. Donc la langue, elle est toujours dépapillée, elle s'ulcère. Regardez cette réaction blanchâtre sur la langue. Apparemment, elle se surinfecte. Parce que la langue, 14 muscles au niveau de la langue, et un mouvement capital pour la phonation, pour boire, pour manger, pour la mastication, etc. Donc, je vois l'anémie sur la muqueuse. Vous avez l'herpès. Regardez les lésions vésiculaires sur la langue. Herpès, l'herpès simplex, l'herpès, etc., qui peut donner une hépatite virale. Hépatite à virus, et par une manifestation, c'est sur la joue. C'est ce que vous appelez tout ma gueule, des petites vésicules. C'est ça, les viroses. Et parfois, on voit les lésions sur la bouche, dans la face interne de la joue, et sur la langue, ce qu'on appelle les infections virales. Par exemple, varicelle. On voit, c'est l'examen, il est clinique. La rougeole. L'examen érythème sur la face, sur le cou, etc. Donc, c'est des examens, des pathologies qui sont connues à l'inspection. C'est pas la peine de chercher ailleurs. Ulcération traumatique, regardez l'ulcère à côté. Vous avez les aftes. Voilà l'aft. Qu'est-ce que c'est que l'aft? Une aft, l'aftose, les aftes, ce sont des complications dermatologiques au niveau de la bouche, des muqueuses, etc., qui sont secondaires à une inflammation ou bien c'est une anémie. Attention en matière d'aft. C'est une lésion ulcérée, profonde, qui se creuse avec un enduit blanchâtre, qui est très douloureuse,
notamment lorsque vous prenez des piquants, etc. Ça pique, ça fait mal, l'aft. L'aft dans la bouche, si elle est localisée dans le tube digestif bas, sur le plan digestif bas, anal ou bien génital, c'est une maladie inflammatoire chronique, il faut la rappeler, vous allez voir le cours après, mais c'est une association qui évoque une maladie qui s'appelle la maladie de Besset, ou bien Behjet, décrite en 1889 par un dermatologue grec. Voilà. Donc, ulcération de pôles digestifs, ou bien digestif et génital. Ça fait une maladie de système vasculaire, la maladie de Besset. Behset ou Besset, turc. Regardez ce qui se passe au niveau gastro aussi. Même pas en dehors de la gastro, ça c'est une langue qui est sèche. Sécheresse de la langue sec. Vous avez l'impression de voir la tête d'un serpent, mais c'est la langue, attention. N'ayez pas peur, c'est la langue qui est sèche. C'est un signe de déshydratation extracellulaire, ou bien déshydratation mixte ou globale, ou bien un syndrome sec, obstruction de toutes les voies excrétrices des glandes à caractère exocrine, le pancréas, la peau, les yeux, le nez, la bouche. Vous avez ce qu'on appelle le syndrome sec, il s'appelle Gougereau-Chagrin, le nom propre, c'est pas la peine qu'on vous attaque avec le nom propre, mais syndrome sec. Le patient a toujours soif, il n'a pas les larmes. هذا ما يبكيش ما عندوش الدموع هذا syndrome sec مش معناها قلبه قاسي ما عندوش مش يبكي خلاص اوكي on lui donne ce qu'on appelle en ophtalmo les larmes artificielles يلا كب شويه ابكي شويه fais semblant بلك تبكي دير لي gouttes pourquoi on a besoin des larmes pour lubrifier la conjonctive on se défend avec les larmes mais trop de larmes ça fait pleurer c'est pas bien ça fait parfois on ne se déshydrate pas par les voies lacrymales je pense hein. On va poser la question à l'ophtalmologue. On va pas pleurer jusqu'à déshydratation, je pense. Mais on se déshydrate par la diarrhée, le vomissement, ok, par la transpiration, par l'hyperventilation, par le défaut d'apport, par les brûlures, etc., par l'insolation du soleil, etc. Mais la langue sèche, c'est le rein qui souffre. Ça égale rein en pleine déshydratation. Ça, c'est l'hypovolémie. C'est l'hyponatrémie, c'est l'hypotension, c'est le choc hypovolémique. Ça, c'est la maladie de système, sclérodermie, sclérose de la peau, etc. Vous allez voir en gastro. Donc, langue sèche. Point d'interrogation. Tout un débat, pourquoi la langue est sèche? À partir de la déshydratation, la chaleur, l'hyperthermie, l'insolation, parce qu'on n'a pas pris beaucoup d'eau, on n'est pas réhydraté bien. Vous avez beaucoup bouteilles d'eau, vous réhydratez, pourquoi? Quel est le moyen de surveillance chez vous? Vous mettez le doigt sur la langue, sèche, sinon vous sentez que la langue ne bouge pas bien. On va boire. Je parle beaucoup, je me déshydrate. À côté, il y a la bouteille. Donc je vais rincer ma bouche, c'est pour encore réhydrater, c'est mieux. Donc c'est pour ça, la langue, l'état d'hydratation, si la langue est comme ça c'est que le rein est en pleine souffrance. Pleine souffrance. Les autres organes se défendent un petit peu, mais le rein skin, le rein, cet organe timide, yahtim shouya, va souffrir. Vous le voyez au bout de la langue. Votre rein est au bout de votre langue. Réhydratation. Notamment les sujets âgés. Notamment la chaleur caniculaire. Nous sommes en pleine chaleur caniculaire. La canicule, c'est-à-dire la température très élevée, on se déshydrate, l'insolation, le coup de soleil, toutes les complications possibles, notamment chez les sujets âgés et les nourrissons. Il faut réhydrater. Je vois beaucoup de bouteilles d'eau sur la table, c'est un signe de canicule et de traitement. Bien, la langue sèche, c'est ça. Maladie de rendu ossellaire, regardez, c'est une angiomatose. Angiome, c'est dilatation des capillaires périphériques, les angiomes. On l'appelle d'une fable arabiya, اسمها لحامة تحام هذيك. Ok. L'essentiel, c'est des angiomes sur la face, etc. Et qui touchent le sujet dans la bouche, dans les muqueuses, dans le nez. Ça donne épistaxis, hémorragie, gingivorragie, hémorragie digestive basse. C'est des angiomes, on est né comme ça. C'est une ectasie, c'est une dilatation qui peut saigner. Et parfois, elle est liée au cycle menstruel, ce qu'on appelle le cataménial, c'est-à-dire saigner pendant le cycle menstruel.
Rondée oculaire, c'est une vascularite qui n'a pas de solution. Elle n'a pas de solution parce que c'est une dilatation comme ça des capillaires diffuse. Ça dépend de l'étendue et de la localisation. Elle n'a pas de solution. Angiome de rendu oculaire. Examen du parodonte, c'est-à-dire les gencives, la fragilité, la réaction de l'os, etc. Donc ça, c'est ce qu'on voit dans la bouche souvent. Si la gencive sont malades, si les gencives sont malades, c'est un manque d'hygiène, manque de soins au niveau dentaire. Et ça touche donc la mobilité dentaire. Étude de la fonction mastication, oui, on va couper avec les incisives, les canines, on va arracher, saisir, on va faire une action triturante, c'est-à-dire broyer, c'est les molaires, et ouvrir l'ouverture de la bouche, etc. Ça, c'est ce que vous explique peut-être le chirurgien dentiste, le stomatologue, que font, quelle est la mission de chaque type de dentition qui sont arrangés de telle manière dans la bouche. Au total, la bouche est un carrefour et lieu de croissance, plutôt de croisement de plusieurs spécialités. La stomatologie, l'ORL, la cardiologie, la pneumologie, la diabétologie, la néphrologie, la neurologie, sans oublier le voisinage, tout ce qui est ophtalmo, ORL, etc. En gastroentérologie, l'examen buccal représente une étape obligatoire. Obligatoire. Ne pas critiquer le régime alimentaire si on n'a pas une idée sur la bouche. Un état nutritionnel dépendra aussi de la qualité de la bouche et de sa dentition. La bouche et la dentition, un bon état de la bouche reflète un bon état de la santé. C'est clair? Très bien. Est-ce que vous avez des questions sur la bouche? Sinon, vous avez à consulter, attends la deuxième, le dernier. Alors, la dernière partie, elle n'est pas, c'est une partie qui est courte. Je vais vous expliquer l'exploration ou l'examen proctologique. Est-ce qu'il y a des questions pour la bouche? Donc, il faut parler peu et soigner mieux la bouche. Ok?